Heureusement, je suis beaucoup moins connu que les artistes qui ont fait la marque Montreux Comédie. En fait, moi, j'ai créé Montreux Comédie. Tu te considères comme un mec de l'ombre? Très honnêtement, moi, je ne serai rien sans les artistes. C'est les artistes qui font vivre ma marque. Mon rôle à moi, c'est de les mettre en valeur. Ce que j'adore, moi, dans la vie, c'est de révéler un artiste. J'adore ce moment absolument magique qui est qu'on voit quelqu'un dans un club ou dans un petit festival quelque part, il vient à Montreux, il fait des millions de vues sur la plateforme et après, il remplit ses salles partout. Je prends l'exemple d'un Paul Mirabel, qui est toujours le plus emblématique de Montreux ces derniers temps. Il y en a eu plein d'autres. Est-ce que Dieudonné, tu te refuses de recevoir sur le Montreux? Aujourd'hui, clairement, il est devenu polémiste. Son fond de commerce, c'est de faire de la politique, de poursuivre d'autres buts. Donc pour moi, il s'exclut de la caravane des humoristes. Le Montreux Comédie, c'est le plus grand festival d'humour aujourd'hui francophone au monde. Mais on va en parler. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, 1 heure top chrono. Donc on va faire très vite. L'intro, elle est simple. On va lier 2 de mes passions aujourd'hui. L'entrepreneuriat, ou l'humain derrière, et l'humour, putain, l'humour. Comment vas-tu, Greg? Et je vais bien. Et toi? Mais super, je peux me permettre de t'appeler Greg. Bah bien sûr. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé de toi dans un podcast il y a 2 semaines avec Monsieur El Malé? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression déjà de te connaître. Bon, raconte-moi où est-ce qu'on est déjà? Bah là, on te présente. Là, on est dans mes bureaux à Paris, cité d'Angoulême, enfin qui sont pas complètement mes bureaux puisqu'on les sous-loue à une personnalité dont on n'a pas le droit de citer le nom. Mais voilà, j'ai toute mon équipe parisienne qui est là. Je veux l'info en off après. Tu l'auras. Ah, oui, là. Mais tu l'auras, mais donc là, une petite quarantaine de personnes. Pas aujourd'hui. Visiblement, lundi matin, il y a moins de monde que... Lundi, 10h30, 11h. Ça va, ça commence à arriver doucement. C'est Non, drôle. mais là, on a une grosse production en plus cette semaine parce que là, on produit de l'humour dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Paris, qui est donc un super événement pour nous, en tout cas, parce que voilà, il y a 88 chefs d'État qui viennent. Voilà, Ah gros oui, événement. ok. Ah oui, c'est un gros événement. Et on a réussi, en coordination avec les équipes de l'Élysée, de l'équipe du Sommet, François Vondeville, Valérie Senghor, on a réussi à faire vraiment un volet humour très important dans le cadre du sommet. Donc on est ravis. Ça s'appelle l'humour au sommet. C'est quand le... Ça commence Sommet de la mercredi, le 2 octobre, et ça se termine le 6. Donc c'est parfait. Le line-up est annoncé ou pas? Oui, on a, alors, bien sûr, donc on a un grand gala qui s'appelle Babel, qui présente des artistes de toute la francophonie, animé par Alexandre Vizorek et par Audrey Larue-Saint-Jacques, qui donc en québécois, Ok. sont les deux à faire ça, parce qu'évidemment c'est la francophonie, donc il faut qu'on présente toutes les Ah bon? facettes de la les pincettes, qu'est-ce que je dis, les Les facettes. facettes de la francophonie. Et puis on a Et ses accents. exactement ses accents, ses origines, son point de vue, Son humour. son humour. Mais on va faire une grande première aussi, c'est que on va avoir 2 acteurs qui vont jouer en langue originale, donc langue étrangère. Le brésilien, c'est Rafi Bastos, et l'algérien. Ok. Et ils vont être traduits par des humoristes qui donc parlent les 2 langues, et le public pourra entendre les traductions dans des oreillettes. Donc l'idée, d'accord. c'est vraiment d'ouvrir un peu à l'humour international, sortir des carcans de la francophonie. Ça marche, ça. Oui. Est-ce que les blagues sont toutes digestes, même à 10 secondes d'écart, 5 secondes? Oui, parce que c'est en fait, on vit évidemment, on vit notre expérience. Donc on vit aujourd'hui le public, je pense qu'il aime aujourd'hui. On est tous frappés par la mondialisation, on est tous intéressés par le monde ou pas du tout peut-être, mais en tout cas ceux qui le sont intéressés. Les curieux. Les curieux, et puis on a envie d'avoir des points de vue différents. Et quand on aime l'humour, c'est important à un moment donné d'ouvrir à d'autres cultures, et on voit que les gens sont très friands de ça. Et comme on le fait dans nos soirées, c'est 2 artistes sur 10, donc voilà, il y a toujours une majorité de francophones, mais on ouvre d'autres points de vue, d'autres regards, d'autres apports. Là, par exemple, en ce moment, on va faire le prochain Babel, on le fera à Lille, au festival Lillarius, et on est en discussion avec un artiste ukrainien. Ah oui, ok. C'est génial, donc un artiste ukrainien qui viendrait avec sa langue originale. Un certain Vladimir Zelensky. Qui est humoriste. Mais oui, c'est pour ça que je te dis ça. Donc il y a beaucoup d'humoristes. Je crois qu'il a plus mais- trop le goût à l'humour, malheureusement. Non, malheureusement pas. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant d'amener dans l'humour d'autres points de vue que ceux qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Voilà, c'est petite parenthèse, je ferme la parenthèse, mais c'est important de le faire et de ne pas rester juste dans ce qu'on connaît et ce qu'on a l'habitude de voir. Et much agreed, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, en fait, à titre perso. Bon, une fois n'est pas coutume, c'est une intro en désordre de ma part, je m'excuse. Grégoire, qu'as-tu monté? Oui, c'est vrai, parce que les gens se disent, mais c'est qui ce mec qui C'est sent qui d'humour? On s'en fout en fait. Let's go. Heureusement, je suis beaucoup moins connu que les artistes qui ont fait la marque Montreux Comédie. En fait, moi, j'ai créé On Montreux connaît Comédie. ta marque. Tu te considères comme un mec de l'ombre?
Oui, enfin, alors oui, oui et non, tu vois? Que c'est toujours un peu, paradoxal parce que très honnêtement, moi, je ne serais rien sans les artistes. C'est les artistes qui font vivre ma marque et franchement, mon rôle à moi, c'est de les mettre en valeur et je n'aime ce que j'adore moi dans la vie, c'est de révéler un artiste. Mmh. J'adore ce moment absolument magique qui est qu'on voit quelqu'un dans un club ou dans un petit festival quelque part, il vient à Montreux, il fait, des millions de vues sur la plateforme et après il remplit ses salles partout. Je prends l'exemple d'un Paul Mirabel qui est toujours le plus emblématique, de Montreux ces derniers temps. Mais il y en a eu plein d'autres, je veux dire, voilà, on peut remonter à Mais on va en parler après. 35 ans de festival et ça a toujours été mon ADN. Donc c'est quoi? C'est Découvrir des miser gens sur les gens? découvrir des gens et les révéler. C'est ça vraiment qui m'intéresse. Donc oui, je suis un homme de l'ombre pour ça, parce que je mets les artistes en valeur. Après, monter un festival, c'est ça, c'est une entreprise qui est complexe. Il faut aller chercher de l'argent, il faut aller parler à des politiques, il faut aller chercher à des sponsors. Et c'est sûr que la notoriété aide. On va pas se cacher. À partir du moment où je suis un peu connu, quand je téléphone à un PDG pour lui demander un rendez-vous pour parler du Montreux Comédie, je l'ai plus facilement. Ils te connaissent vraiment quand tu dis Grégoire ou quand tu Bah, parles de Montreux, ils captent direct? Montreux Comédie, les gens connaissent Ouais. tout de suite. Et puis, surtout maintenant, c'était pas le cas évidemment il y a 35 ans, mais surtout maintenant. Et puis, de plus en plus, les gens me connaissent aussi. Ils savent que j'incarne Montreux Comédie. Donc ça facilite les choses, en fait. Je veux dire, c'est tout simple. La notoriété, au lieu d'avoir un rendez-vous dans 6 mois, je l'ai dans une semaine. Voilà. Et ça aide. Et ça aide beaucoup. Bon, bah, c'est super, on va parler des débuts, en fait. J'ai envie de parler des J'étais débuts de inconnu et où il fallait 6 mois pour en voilà, le moment où, non, mais oui, vous parlez en off, vous étiez que 2 et où, c'est toi qui postais les vidéos. Bon, à l'époque, il y avait même pas de vidéo, je crois. non, mais on faisait des courriers, on écrivait des communiqués de presse, on allait coller les affiches. Moi, j'ai collé les affiches. Dans les rues et Ouais, alors moi, j'ai fait pire que ça. J'ai collé les affiches et puisqu'on est dans un podcast d'entrepreneurs, en fait, quand j'ai créé le festival, j'avais aucune expérience. J'avais jamais fait ça. J'ai 21 ans. donc OK. Donc j'ai 21 ans. Il a quel âge, le festival? 35 ans. OK. Et moi, j'ai un peu plus. Et moi, j'ai 30 ans. Toi, tu as 30 ans. Tu étais même pas né quand j'ai créé le festival. Dans 90, je crée le festival. Mmh. Je suis étudiant à l'université de Lausanne. Je m'ennuie, franchement, c'est la réalité. Malheureusement, mais je m'ennuie pas mal. Je monte le festival avec un copain. On était très vite 2 copains vraiment très soudés. Après, on était devenus 4 potes. Et après quelques années, tous mes potes m'ont dit: «Mais t'es complètement cinglé à faire des festivals. Nous, on a envie de faire, enfin, de gagner notre vie.» Ils t'ont tous Moi, rejoint? je suis avocat. Moi, je suis, je sais pas, marketeur. Moi, je suis designer. Je vais aller faire. Donc, ils sont tous partis. Et après, j'ai continué tout seul. On est restés très potes, hein, mais eux, ils avaient envie de faire des vrais métiers. Et moi, j'étais là, mais je suis en train de créer un truc qui est gros, donc je vais continuer. Donc ça, c'était vraiment mon idée d'entrepreneur. Mais tout ça pour revenir au tout début. Ouais. En fait, j'ai fait 2 choses voilà, qui sont rigolotes. Poser des affiches. Bon, ça, je pense que tout promoteur qui a commencé dans ce métier, tout artiste a posé ses Tout premières affiches. artiste même, qui le fait pour Voilà, lui-même. tout le monde a fait ça. Mais j'ai surtout vendu mes billets au porte-à-porte. Ah ouais? Ça, c'est un truc par contre qu'on connaît moins. En fait, je m'étais dit: «J'ai pas d'argent, donc la meilleure technique, j'ai pas d'argent, donc je vais prendre une grande salle où j'aurai beaucoup de billets à vendre. Je vais mettre des gens pas connus du tout dedans parce qu'ils me coûteront rien et voilà, et ils seront tout contents de jouer dans une grande salle et je vais aller vendre mes places en porte-à-porte, en fait.» Donc Ça a marché? j'avais acheté je m'étais fabriqué des petits, carnets de tickets où j'avais des 50 tickets par, carnet. Donc j'avais, 20 carnets, ça fait 1000 billets. 1000 places. Et j'ai passé à tourner les commerçants à Montreux. «Bonjour, je monte un festival, pour m'aider, vous pouvez m'acheter des billets, vous pouvez inviter vos clients, et cetera.» Et un magasin sur 2, il me les a achetés, mes billets. Ils trouvaient ça cool. Ils ont acheté 10 billets, 15 billets, 20 billets, C'est voilà. dingue, alors qu'on a l'impression que l'humour aujourd'hui, bah, on va en parler, mais les gens les plus médiatisés, ceux qui remplissent les salles, vivent et derrière, il y a quand même beaucoup de personnes qui galèrent. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Je me serais Mais dit du bouche à o pardon, du porte-à-porte, c'est pour des fenêtres, pas pour des, ouais, mais je oui, caricature. mais là, là, toi, tu as 30 ans, donc tu es tout jeune. Mais imagine, il y a 35 ans en arrière, à moins 5 ans de Yacine, d'accord? Voilà quoi. Et ça, Mes parents que tu parles. voilà, je parle à tes parents qui étaient en train de se dire, ils avaient un vague projet de faire un Yacine à un moment donné. En fait, l'humour n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment eu cette vision de dire, l'humour. J'ai rencontré des gens qui faisaient rire dans une salle de spectacle. Certains étaient des copains à moi, parce qu'on dans des petits cafés-théâtres à Lausanne, voilà, des gens qui jouaient devant les potes, hein. Et je me disais, waouh, quelle force ils ont, ces gars, de pouvoir me faire rire, c'est-à-dire m'offrir ce moment absolument privilégié de me mettre dans une salle de spectacle et de me faire marrer.
Et je trouvais que ce truc-là, pour moi, c'était une valeur incroyable, inestimable. Et donc voilà, donc j'ai décidé de monter un festival dédié à l'humour, mais à l'époque, c'était pas du tout la norme. À l'époque, voilà, il y avait pas de festival d'humour. C'est Il y en avait, je crois, 2 dans le monde à peu près et 2-3 maximum. juste pour rire, c'est plus, Juste pour rire, il au existait Québec? déjà au Mmh. Québec, mais il avait 5-6 ans peut-être. OK. Et moi, je suis allé, le 2e été, donc pas le premier été, mais le 2e été, je suis allé à Juste pour rire. Et en fait, ça a été un énorme choc pour moi et ça a été vraiment un choc révélateur dans ma vie parce que moi, j'étais dans mon petit coin, j'étais un peu entrepreneur dans l'âme parce que je pense, voilà, je montais mon projet. Tout le monde me disait: «Mais t'es sûr, un festival d'humour, mais ça a aucun sens, ça marchera jamais, fais un truc de musique», enfin, comme à l'époque, tout le monde montait son festival de musique. Moi, je voulais absolument pas faire un festival de musique et je me rappellerai toujours parce qu'à un moment donné, «Pourquoi tu veux pas faire un festival de musique?» Et moi, j'ai dit: «Mais parce que moi, j'aimerais être», à l'époque, je disais: «Je veux être le premier au monde dans ce que je fais». Précurseur. Et 1er au monde, mais ce que je disais, c'était une espèce de truc de dire: «De toute façon», alors à l'époque, ça paraissait hyper prétentieux de dire ça et les gens, me regardaient avec un œil bizarre, mais en fait, je voulais être le seul à faire quelque chose pour pas avoir d'effet de comparaison et je me disais: «En fait, festival de musique, tout le monde fait un festival de musique, donc tout le monde va me comparer avec», bah, déjà à Montreux, il y avait un gros festival de musique, festival de Mmh. jazz, Bien donc sûr. monter un truc, de musique à Montreux, ça avait aucun sens, j'étais condamné à être, bah, disons la pâle copie de ce qui existait déjà et donc je voulais faire un truc à moi seul et l'humour, plus les gens me disaient: «Ça marchera pas» et plus ça me motivait parce que je me disais: «Bah, c'est cool, c'est que je vais être le premier à le faire, en fait». C'est Et le festival qui existait, le seul festival vraiment qui existait, d'envergure, c'était Juste pour rire, existait depuis 5-6 ans. Ça Donc je marche. suis allé voir, ça marchait bien. Je suis allé voir à Montréal et là, bam! L'entrepreneur européen qui débarque et des gars américains et anglophones qui disent: «Yes, it's a good idea. It's a fucking good idea to do a comedy festival. It's gonna work, man. It's gonna work». Et je suis là, je fais: «Waouh, ça va marcher» parce que ça marche aux États-Unis, donc inévitablement, ça marchera en Europe, dans quelques années. Et je suis revenu en disant: «Je veux faire ça et je veux faire, comme les Américains». Et voilà, et donc après, évidemment, grosse erreur, il faut jamais dire ça en France. À l'époque, en tout cas, maintenant on peut, mais à l'époque, on ne pouvait surtout pas. Parce que, tout ce qui était, américain, dès que tout enfin, je parle de nouveau il y a 35 ans, heureusement ça a bien changé, mais à l'époque, heu, tout ce qui était, américanisé dans la culture, c'était mal, quoi. C'était horrible. C'était justement tout l'exemple qu'il fallait pas C'est ce suivre. côté chauvin, Côté français: «Bah non, attends, on va pas faire comme les Américains, ouais, on bien sûr. fait que du business, on fait de la Que culture». c'est drôle parce que tu dis qu'aux US, enfin US, Canada, ils t'ont accueilli en disant, mais après c'est un peu ça le truc, c'est «It's a great idea» et en gros c'est «Just do it» et on verra ce que ça donne. En France, c'était l'inverse, c'était «Ouh là 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 là», limite est-ce que tu as l'impression que les gens te renvoyaient leur peur, leur propre peur à eux? Bah, je sais pas, oui, certainement. Après, tu sais, oui, moi, je suis donc je suis à cheval entre l'Europe et les États-Unis depuis, quelque temps parce que j'ai vécu en Europe, je vis en Suisse et puis, je suis très content d'être là. Mais ma femme est canadienne, donc, on a beaucoup, on est Du Québec? du Québec, ouais. Mais très c'est Hostie. exactement, elle parle exactement, pas complètement, mais alors c'est très marrant parce que au départ, moi je dis: «Les Québécois, la première fois que tu les vois, c'est des francophones». Ils parlent français, on se comprend bien, petit accent rigolo et cetera des 2 côtés, ça marche bien. Mais en fait, dans le mindset, c'est vraiment pour moi des Nord-américains. Ah mais c'est Dans la clairement des dans la Américains. dans la productivité, dans l'efficacité, dans le côté, let's do it et cetera, arrête de Mais tout. même le lifestyle, enfin, Ah je ouais, veux dire, ils mangent à 17 h, ils font full sport, ouais, ouais, j'ai vécu 4 ans là-bas ah ouais, donc je vois, bah, ouais. J'ai fait à l'université Laval à côté de Montréal, à Québec. Ouais, le vrai Keb. J'ai vécu 4 ans avec eux et j'ai été enfin, je sais pas comment te dire, mais ouais, ils ont une sorte de il y a plein de choses que j'envie. À 18, 20 ans, ils vont pas forcément faire des études sans conviction, ils vont aller bosser un ouais, petit peu, mmh, même à 16 ans, ils commencent avec ça. Il y a cette culture entrepreneuriale, incroyable. Moi, j'ai juste une question avant qu'on ouais, fasse l'éloge de nos amis canadiens. Hem, je veux revenir même avant tes 21 ans. Tu as dit que tu avais l'âme de l'entrepreneur. ouais. Hem, J'essaie de voir ton why, tu vois, Mmh. dedans. Qu'est-ce que tu avais fait avant? Alors moi, alors il faut que tu saches, moi d'abord, ma première passion dans la vie, c'était le foot. Ah ouais? Donc, OK. voilà, moi j'ai mes parents, c'est 2 parents adorables, très aimants. Mon père était entrepreneur, dans l'âme. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait entreprendre, mais on va dire, voilà, pas quelqu'un qui a eu énormément de succès dans son entreprise. Il a fait des trucs, mais voilà, voilà, c'était
on va dire, souvent ma maman arrivait derrière pour le sauver au bon moment. Ah ouais, OK. Ah, Et ma maman était vraiment, une personne, elle est toujours vivante d'ailleurs, ma maman, elle est extraordinaire, voilà, c'est une grande pour moi, c'est une grande figure dans ma vie parce que c'est quelqu'un d'extrêmement solide, qui a dirigé une école, en Suisse, qui a été vraiment, qui aurait rêvé d'être entrepreneur, je pense, et ça aurait pu devenir une entrepreneur à succès, mais elle faisait partie d'une époque dans une, voilà, où les femmes entreprenaient moins que les hommes et où elle a été très respectueuse justement de, voilà, de tout ce qu'elle a appris dans son éducation. Et je pense que ma maman aurait pu être entrepreneuse. D'ailleurs, elle s'est révélée entrepreneuse à la toute fin de sa vie. Et c'était assez incroyable. Donc voilà, donc les parents très aimants, mais pas du tout dans le showbiz et tout ça. Mais voilà, mais mon père, ça contaminé, hein. grand passionné de foot, donc moi, j'ai commencé à faire du foot et j'ai eu pas mal de succès. J'étais un bon joueur régional, tu vois, je même monté dans l'équipe suisse junior, tu vois, je fais les moins de 21 ans, voilà, j'ai fait une vingtaine de matchs internationaux avec des gars qui ont tous fini, Donne-moi des noms là, quoi. bah, alors, Si je fais pas me tromper de non! génération là, je vais pas dire de bêtises. Non, alors, tu es très jeune, donc tu connais peut-être pas, mais moi, j'ai joué avec un gars en Suisse, qui était d'ailleurs un pote et tout, qui était 100 000 fois meilleur que moi, donc il n'y avait même pas de photo au niveau du niveau, mais il s'appelait Stéphane Chapuisat, il s'appelle toujours Stéphane Chapuisat, il a joué au Borussia Dortmund, qu'il a été plusieurs fois meilleur buteur de Bundesliga. Voilà. OK, Et lui, j'ai eu Marco Tiger, qui est un gars qui a fait aussi, qui est parti à un moment donné jouer à Tottenham, je crois, en Angleterre. Et puis Jörg Stiel, qui était gardien de l'équipe A suisse, qui a joué à Mönchengladbach, voilà, qui était le gardien de but. Voilà. C'était mes 3 potes dans l'équipe nationale junior, hein, donc je n'ai jamais joué plus haut que ça, mais j'étais un junior. J'étais titulaire, donc je faisais partie des 11 de base. tu faisais quel Cool. poste? J'étais stopper, défenseur numéro 4. Donc j'étais un OK, donc défenseur j'étais central. défenseur central, OK, exactement. stopper. Très physique. Alors voilà, très, très physique. J'étais un joueur très, très physique, mais manquait de technique un peu, mais très physique. Bon voilà, donc c'était ma passion et je voulais faire ça. Après, dès l'âge de 15-16 ans, j'organisais toujours dans le cadre de l'école, et cetera, des soirées pour mes copains, toujours. Donc dès l'âge de quin j'ai monté le premier journal de l'école, un journal, où j'allais chercher de la pub et où je finançais mon journal, pour mes copains étudiants. C'était Heu quoi les mettre en avant? Enfin, tu parlais de quoi Ouais, dedans? on parlait de l'école, on parlait de ce qui nous touchait, mais on avait des gens qui faisaient des textes, on avait des satires de nos profs. Voilà, on se foutait déjà un peu de la gueule des profs, donc ça, c'était quand même aussi ce qui marchait pas mal. L'ancêtre des réseaux. Exactement. On avait des copains qui étaient caricaturistes, donc je leur demandais de faire des caricatures de profs. Enfin voilà, ce sorte de canard enchaîné mixte, tout ça. Bref, très local. On en tirait, je sais pas, 2000 exemplaires juste pour le collège, enfin pour le lycée. Et puis après, je faisais des soirées, ce qu'on appelait à l'époque des soirées d'expression. J'ai fait des discos mobiles. Je sais pas si tu as connu ça, toi, les discos mobiles? C'est quoi, la teuf dans un bus ou un truc du genre? Non, Parce que je vois ça si, tout à l'heure. pendu, mais c'est j'avais Mais compris. c'était pas dans un bus, c'est-à-dire qu'en fait, on louait des salles où, par exemple, le plus gros que j'avais fait, c'était louer une patinoire. Louer une patinoire et voilà, on mettait venir des DJ, et puis on vendait la soirée, tu vois? OK, tu des soirées dans Ouais, différents endroits. C'est quoi, des exactement. lieux insolites plutôt? On faisait des insolites, des fois on faisait des forêts, des machins, bah, tu vois, on faisait des trucs un OK. peu, mais alors c'était le tout début des DJ d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était vraiment, moi j'avais quoi? Je devais avoir 17-18 ans. C'était mes parents qui devaient signer qu'on appelle ça? Les Les locations, parce que ah ouais, OK. l'autorisation et les locations, parce que moi j'étais mineur et c'était le tout début par exemple, c'est le tout début des DJ, tu vois? La Des French Touch, je Il y dirais? avait des David Guetta, par exemple, était pas très loin. Moi, je me souviens des concurrents à moi qui organisaient. Moi, j'ai jamais eu David Guetta, mais il faisait des gens qui faisaient des trucs à Lausanne. Il était là, quoi, tu vois? Donc c'était OK, au tout d'accord. début, donc avant qu'ils aient des cachets faramineux. Donc c'était vraiment le début Je de suis ça. obligé, parenthèse. As-tu vu ce Je magnifique reportage sur, DJ Mehdi? Ouais, Tu l'as vu? bah, oui, C ouais. Enfin, Fou. toi, ça t'a rappelé quoi, aussi sur ce milieu de la night? Et tu sais pourquoi je te pose la question? Qu'avant ça, je me disais: «Mais putain, combien de casquettes tu as eu avant de rentrer dans l'humour?» Et en fait, est-ce que c'est pas ça DJ Mehdi, tu vois? Oui, Cette génération-là? oui, d'une certaine manière, oui, mais toi, moi, par exemple, bah, justement, tu parles de la night. Bah, moi, à ce moment-là, dans ma vie, c'est sûr que j'ai une attraction pour le milieu de la nuit, parce que c'est beaucoup d'argent. Enfin, toi, je dis, on faisait des soirées, tu gagnais quand même beaucoup d'argent, quoi. Il faut être clair. Moi, j'ai des copains, voilà, qui roulaient à 18 ans en Mercedes 500 parce qu'ils avaient monté 3 soirées et qui avaient rapporté fric.
Mais moi, j'aimais pas le côté malsain de la nuit. Tu vois, c'était un truc où moi, Mmh. j'étais mal à l'aise. Je sais que j'étais mal à l'aise qu'à un certain point, parce que ouais, c'est sûr Quoi, que tu vu de la drogue beaucoup, par exemple? pas que ça, oui, il y en a un peu comme partout, mais non, c'était plus, tu sais, même l'alcool, la nuit, dormir, aller au lit tard, enfin, ce genre de truc qui est quand même un truc. Moi, j'avais quand même C'est cette d'autres culture codes. du sport où j'étais quand même un truc assez sain. Mmh. Et voilà, donc j'étais à 20 ans, voilà, j'hésitais entre les deux. Et arrive justement 21, 22 ans, le festival, le premier festival qui marche. Et là, je pense que je trouve ce qui me plaît en fait. Il y a le côté événementiel, il y a le côté entrepreneur, il y a le côté culture, parce que quelque part, j'aime le côté artistique. J'aime défendre un projet artistique. Je suis un bon vendeur, donc je pense que je serais fondamentalement, si demain j'avais besoin de gagner ma vie, je vendrais n'importe quoi, tu vois. Mais je pense que je prends mon pied à vendre des festivals. Demain, je devrais vendre des trucs, voilà, des boulons ou des tapis, je saurais le faire, mais ça m'en irait un Ouais, tu peu. prends ton pied à vendre des trucs dans lesquels tu crois, dans Exactement, lesquels tu exactement. pourrais Voilà. l'acheter, quoi. Puis j'aime le côté concevoir ce que je vends. C'est-à-dire, j'aime le côté, tu vois, imaginer. Bah, ouais, quand je suis dans un rendez-vous avec un partenaire, bah, c'est sûr que tu as le projet que tu viens lui vendre. Lui, en face de toi, il a une envie, une idée, puis tac, tu rebondis et tu construis et tu lui fabriques un Tu package, quoi. es un Donc, créateur, en ouais, fait. complètement. Tu préfères vendre une vision que, arriver au dernier moment sur le Montreux après 35 saisons et dire juste à un partenaire, «Pluguez-vous». C'est ça. Tu préfères, ouais, vraiment le Je prends vraiment mon pied dans la création et dans par exemple, le projet dont on va peut-être parler plus tard, j'en sais rien, mais le projet à Nice, c'est super excitant avec Gad. Parce que «Oh, je jubile!» tu jubiles. Bah, c'est super excitant parce que en fait, on crée quelque chose from scratch. Et c'est top. Avec Anglophone en France, enfin une ouais, partie anglophone, en tout cas. bah, avec toute l'expérience que j'ai depuis 35 ans, c'est sûr que ça m'évite de faire les erreurs de débutants qu'on fait Mmh. tous sur un festival. Et puis j'ai aussi Gad à mes côtés voilà, qui est extraordinaire, je veux dire à la fois dans sa vision artistique et dans son réseau. C'est juste Ouais, mais je incroyable. je suis sûr et certain, alors Gad a le réseau et l'envie Mmh. peut-être, mais il y a des choses que toi tu as que lui n'a pas. Ah On mais va on complètement. va revenir là-dessus. Mmh. Moi, j'avais Ouais, juste cette ouais, question sur le foot. ouais. Est-ce que tu es capable de voir quelle est la différence à 15 ans entre toi enfin, qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas fait carrière professionnelle, là où tu nous as cité 3 de tes amis qui sont devenus pros et qui ont une belle carrière? Est-ce que c'est une question d'envie? Est-ce que tu avais le talent? Non, c'est une question de non, non, c'est vraiment une question de talent. L'envie, je l'avais, j'étais, quelqu'un de très, très volontaire. Donc, tu vois, moi, je m'entraînais plus que les autres, j'étais toujours le premier à l'entraînement, j'étais toujours le dernier qui partait, voilà, physiquement, j'étais vraiment une bête. Donc, OK. je veux dire, j'étais toujours le premier dans les tests physiques chaque année, voilà. Mais, je manquais de talent dans le sens où je voyais bien que les autres, ils faisaient la même chose que moi mieux, avec moins d'efforts, tu vois? Ah, c'est intéressant ça, Et OK. donc à un moment donné, mais à 18 ans, tu vois pas ça. Parce qu'à 18 ans, tu as envie d'être dans le 11 de base et peut-être si tu es dans le 11 de base, tu es content, tu vois? Puis c'est avec le temps, le recul que tu te dis: «Ouais, en Mais fait, tu le vois pas, tu l'intellectualises pas, non». mais en vrai, c'est pas ça qui t'a dit, très rapidement 2 ans plus tard, je monte des soirées, encore 2 ans plus tard, je fais ça dans l'humour? En fait, là où je veux venir, c'est pas des étapes où tu pètes des plafonds de verre en te disant: «OK, j'ai peut-être pas ce talent que mes copains ont, mais déjà je suis au même niveau qu'eux à mes 15 ou 18 ans Ouais. et si j'ai le talent, on va dire dans l'humour, en plus ça n'a jamais été fait, ou même dans la musique mais avec un côté plus sain, bah, en fait, il y a aucune raison que j'y arrive pas». Ouais, ouais, je pense que ça, c'est le genre de trucs que tu comprends plus tard, tu vois? Mais oui, c'est complètement ça. Puis je pense qu'en fait, on se rend compte que moi, ce qui a été fantastique dans ma vie, c'est que, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et j'ai toujours écouté mon instinct. Je veux dire, il y a très peu de si je prends mes voilà, si je regarde ma vie, jusqu'à maintenant, il y a pas grand-chose où je me dis: «J'ai vécu des contraintes», tu vois? Dans le Mmh, sens où je me suis contraint à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Bien évidemment qu'on quelle chance. fait toujours des choses qu'on a moins envie de faire, mais c'était toujours pour un but, tu vois? Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, faire de la comptabilité, c'est pas ce que je préfère, tu vois? À un moment donné, j'ai besoin dans ma boîte d'avoir une comptabilité qui tient la route. Donc quand je passe du temps avec mon directeur financier ou avec mes comptables, bah, j'essaie de le faire bien parce que je suis content, parce que ça va servir la cause, tu vois? Mais d'un autre côté, voilà, je sais pas ce que je préfère faire. Mais pour moi, je considère pas ça comme une contrainte, je considère juste ça comme un passage obligé pour arriver à mon but qui est d'avoir une entreprise qui est solide. Bah, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Je veux dire, le festival, j'ai décidé de le faire un jour et on m'a dit: «Non, ça marchera jamais» et je l'ai quand même fait, tu vois?
J'aurais pu dire à ce moment-là, ok, non, c'est vrai, ils ont raison. Puis c'est des gens intelligents qui m'ont dit ça, tu vois. C'était des gens super brillants même qui m'ont dit, mais écoute, tu ferais mieux d'aller bosser. Moi, j'avais 21 ans, 22 ans, va bosser pendant 3 4 ans dans une boîte de prod. Tu vas apprendre le métier, tu vas commencer tout en bas de l'échelle, puis dans 5 6 ans, tu reviendras, tu feras ton festival. Ça aurait pu marcher aussi, tu vois, mais moi, je le sentais pas comme ça. Je sentais que j'avais besoin, moi, de faire ma propre expérience et de vivre ce que j'avais besoin de vivre à ce moment-là. Tu l'embrasses, ça, aujourd'hui? Ce côté naïf et fonceur. Et je le dis de manière Complètement. très positive. Non, non, mais c'est exactement ça. Mais je pense que c'est fondamental, en tout cas, chacun a un parcours différent, mais moi, ça a été fondamental dans ma vie d'avoir ce double côté, naïf et fonceur. Tu vois, voilà, naïf et fonceur parce que j'écoutais mon instinct. Donc, par exemple, le foot, c'était ma vie. Je me rendais compte que j'arrivais un peu au bout du rouleau, que vers 20 ans, je commençais à me blesser plus souvent. J'avais tu vois, voilà, ça devenait, je plafonnais un peu, tout ça. J'ai mon festival qui arrive. Puis à un moment donné, naturellement, les choses se sont faites. C'est-à-dire que je me suis blessé au foot. Voilà, blessure qui était Ouais, OK. importante, machin. Tu pas Mais eu le temps de te pleurer ou je dis: «Bah, OK, tu c'est bon, déjà ouais, c'est fini». Bon, OK, mon médecin m'a dit, super médecin du club qui m'a dit: «Écoute, tu as la possibilité de faire une grosse opération et de mettre une année de rééduc et peut-être tu reviens à ton bon niveau, ou alors on fait pas une grosse opération, on fait le strict minimum, puis tu auras une vie cool, mais au moins tu auras pas de problème de genou à 40 ans». Il me dit: «Écoute, en même temps, ta carrière, est-ce que vraiment tu penses que ça vaut la peine de faire l'opération?» Je le regarde, je lui fais: «Non, tu as raison, on arrête, laisse tomber, il y a pas de regret». Et boum, on arrête un truc, on ferme une porte et le festival, c'est une nouvelle porte, tu vois? ouais, tu toujours 50 projets en tête. Je m'explique, hein, tu peux être à fond sur Montreux, demain monter Jubile et cetera. Est-ce que c'est un avantage pour toi d'avoir des plans B? Quand je dis des plans B, c'est qu'il y a un truc qui crache, pof, tu sais déjà que tu vas passer du temps sur autre chose, voire pire, Mmh. t'éparpiller en live, tu vois? Et te dire là, à l'instant T, on parle de Montreux, on parle de Jubile. Ça t'anime d'avoir plein de trucs en même temps? Oui, ça m'anime. Alors, je suis quelqu'un d'assez boulimique de projets. OK, Aujourd'hui, j'essaie de freiner mes projets parce que j'en ai trop, OK. souvent. Donc moi, je travaille beaucoup. J'essaie toujours maintenant de recentrer mes projets sur moi, de me recentrer, de recentrer, de me recentrer. Donc, voilà, d'être le plus aligné avec, ma vision. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui me conseillent là-dessus. Et puis oui, je suis toujours sur le plan B, le plan C et le plan D. Et c'est vrai que j'essaie je suis encore quelqu'un aujourd'hui, malgré tout, qui a toujours peur de l'échec. On a toujours peur de l'échec quand on est entrepreneur. Ça, à la fois, ça me motive d'aller. Moi, j'ai pas. Qu'est-ce que serait l'échec dans ce cas-là pour toi? Parce que plus sûr qu'il y a eu plein de petits Oh, il y en a échecs. eu plein. Ah non, mais Mais c'est quoi le vrai échec? Ce serait de quoi tu as peur aujourd'hui, par exemple? Ouais. euh, C'est quoi? C'est de pas vendre des tickets? Tu sais que tu as un line-up béton et que bah, ouais, alors oui, tu peux ça, bah, tu as toujours peur de pas un partenaire, faire une sortie de route, voilà. Après, non, moi, en fait, peut-être que, mais ça, tout se gère, en fait, tous les problèmes se gèrent, toutes les tout mais non, moi, de quoi j'ai peur aujourd'hui, c'est comment dire? De peut-être de perdre de la lucidité d'une certaine manière sur les moves à faire. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai toujours un CEO, enfin un patron, c'est quelqu'un qui, est quand même très souvent seul dans les grosses prises de décision. mmh Je veux dire, alors moi, j'ai une petite boîte par rapport à des énormes boîtes, mais je pense que c'est toujours la même chose, que tu es une boîte de 10 employés, 60 ou 5 000, à un moment donné, tu es à la tête, tu dois prendre des décisions. Et c'est souvent des décisions qui engagent l'ensemble de ton groupe derrière toi, de tes employés, de ton business, de tes partenaires, etc. Et on est devenu dans un monde où des décisions stratégiques essentielles doivent être prises très souvent en ce moment. Tu vois? Moi, je trouve que dans notre domaine et tout, les choses ont quand même énormément évolué. À l'époque, tu avais des partenariats sur 5 6 ans avec des partenaires, donc tu avais le temps de voir venir, Aujourd'hui, tu vois? tout est remis en question dans C'est remis tous en les question sens, tout le quoi. temps. Ouais. Tous les 6 mois, c'est remis en question. Est-ce que c'est pas mieux? Bah, Enfin, pas pour c'est rendu de devoir signer tous les ans, mais non, 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 mais moi je pense qu'il y a pas de mieux ou de moins bien. Moi je pense que on s'adapte, c'est on comme ça. s'adapte et Mmh. et heu et on s'adapte et en toute façon, voilà, on s'adapte et on fait avec ce qu'on a, avec les situations. Après, c'est pour ça que c'est là où il faut, quand tu es à la tête d'une entreprise, bah, être, toujours, au top, quoi. C'est-à-dire que tu peux plus à un moment donné, je trouve,
te dire bon bah voilà, maintenant je peux faire les choses de manière un peu comment dirais-je, en dilettante, quoi. C'est pas possible. J'ai l'impression que prendre une décision par l'influence de d'autres personnes qui en plus te renvoient des craintes ou quoi, est-ce que ça serait antinomique avec toi et qu'aujourd'hui les décisions que tu prends en fait c'est vraiment t'écouter? Est-ce qu'il y a des décisions où c'est ton gut feeling, tu vois, c'est ta voix intérieure sans force Bah et oui, c'est évident pour toi, oui, mais c'est pas pour tout évident. le monde? Bah non, mais toi là par exemple, nous, Montreux Comédie, on lance une grande tournée. On fait la tournée des Zéniths. Montreux Comédie fait la tournée des Zéniths. Tu vois? Ça fait 10 ans que moi je veux faire ce projet, parce que je suis dans une configuration où j'ai une marque qui est extrêmement connue dans la francophonie. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait 7 200 000, on a 7 ou 8 millions d'abonnés. Je fais 1,5 million de vues tous les jours, 17 vues par seconde sur les réseaux sociaux et 80 de cette audience, elle est en France aujourd'hui et je suis à un festival suisse. N'hésite pas à me référencer. Voilà, faut très bien rendre ça. Ouais, je suis un festival suisse, donc moi, quand, je regarde ma géopolitique, j'ai un petit marché suisse qui a 1,5 million d'habitants. On sait que la Suisse France, Canada. ouais, non, mais la Suisse, tu vois? Non, mais juste le Montreux Comédie, c'est le plus grand festival d'humour aujourd'hui francophone au monde. Il est dans le plus petit. Plus que juste pour rire. Ah, aujourd'hui, c'est beaucoup bah, juste pour rire, hein, même, malheureusement pour eux, et déposer le bilan, cette année, Oui, au mois de mars. OK, je sais Ils ont été rachetés par leurs concurrents de Québec, donc je pense ils vont revenir, mais là, ils sont quand même dans on va dire une situation difficile. Montreux Comédie, c'est le numéro 1. Et Montreux Comédie est le numéro 1 dans le plus petit pays francophone de la francophonie. C'est-à-dire la Suisse romande, c'est 1,5 million d'habitants. La France, bah, évidemment, 66 millions. Le Québec, c'est 8 millions de francophones. Même la Belgique, c'est 6 millions de francophones. Donc, on a réussi à faire un festival en Suisse, dans le plus petit pays de la francophonie, dans un pays qui, en plus, est majoritairement alémanique en Suisse. La Suisse, ils parlent allemand. Hein. l'italien aussi, ouais. Le pouvoir, il y a le pouvoir économique. Il y a l'italien, il y a l'allemand, il y a le romanche, mais le pouvoir économique, il est 90% alémanique. Donc, eux, ils s'en foutent du Montreux Comédie. OK. Les Suisses allemands, le Montreux Comédie, ça ne leur parle pas. Donc, quand je vais chercher des partenaires en Suisse, les gens, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils sont plutôt à Zurich ou plutôt à Berne ou à Bâle, et le Montreux Comédie s'en fiche un peu. Donc, mes partenaires sont plutôt locaux. Et eux, à un moment donné, bah, ils me disent, on ne peut pas porter un énorme événement comme ça avec nos budgets locaux, quoi, c'est pas possible. Mmh. Donc ça, c'est une problématique que j'ai. Mais d'un autre côté, j'ai une audience gigantesque en France avec des millions de gens qui me suivent et qui me connaissent. Donc en France, Montreux Comédie est connu partout dans toute la France. Donc on s'est dit, on ne peut pas faire venir toute la France à Montreux, c'est pas possible. Bien sûr. Donc on va aller au-devant de nos publics. Et donc on va faire une grande tournée des Zéniths. Et c'est une manière de choper des sponsors locaux aussi. Choper des sponsors, des partenaires internationaux, des sponsors locaux, de vendre des billets, de faire de faire grandir notre communauté, de passer de 20-25 000 billets par an à Montreux physiquement, à 100 000 billets peut-être dans toute la France. Donc c'est un changement de dimension entrepreneuriale, tu vois. C'est un énorme changement de dimension. Donc c'est une décision qui est fondamentale pour l'avenir du groupe. Ça t'excite? Mais ça m'excite. Mais après, quand tu regardes évidemment les contraintes, tu en as aussi. Il faut trouver un super casting, il faut embarquer, il y a un risque. Voilà, il y a C'est rentable, Montreux, la société? oui, 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 le groupe est rentable, mais comme on est en développement permanent, Vas-y, bien. parfois on doit réinvestir et on doit développer. Donc, mais la tournée elle est hyper rentable. Mais tu parlais de décision de CEO. Bah, à un moment donné, j'ai tous mes cadres autour de moi qui vont me dire, voilà les risques en production, voilà les risques en communication, voilà les risques en billetterie, voilà les risques en programmation. Tout ça, ils font leur job. Et à la fin, moi, je dois leur dire, OK, on y va ou on n'y va pas. Et pourquoi on y va? Et j'ai déjà ma Ben là, réponse. c'est mon feeling. Mais C'est pour toi, quand tu vois tous ces risques-là, quand on te dit, écoute, là, il va falloir 3 techniciens en plus, Ouais. faudra aller chercher des gens du local. Non, non, non. Qu'est-ce que toi t'entends? Bah, moi, je vois évidemment tout ça. Donc, je leur dis qu'il faut adresser ces points et qu'ils ont raison de me mettre, enfin, je veux dire, de vraiment de mettre les choses bien, c'est-à-dire de faire vraiment que l'équipe technique, elle travaille comme il faut, la com, elle a les moyens qu'il faut, etc. Voilà, on travaille là-dessus. Mais à la fin, je dis, OK, en tant qu'entrepreneur, on a une opportunité unique de faire grandir la marque. Et moi, c'est ce que je dis. Je dis, aujourd'hui, j'entends, mais si le plan B, c'est quoi? On reste à périmètre constant, on ne bouge pas, Et c'est pour ça que j'allais te dire ça. Il y en a qui pourraient s'en on ne contenter, bouge hein. pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde à la vitesse à laquelle ça va, une entreprise qui freine, enfin une entreprise qui se replie juste sur ce qu'elle a, et n'offre Ça va lui plus, coûter. je pense qu'à un moment donné, elle peut décrocher. Et le jour où tu décroches, ben après, tu reviens plus. Et tous ces points-là, en gros, un anxieux qui est en meeting avec toi et tes collaborateurs
et qui répond, enfin, qui a tous ses collaborateurs, donc je me mets à ta place, hein, mais qui lui disent, alors là, il y a un risque de ça, il y a un risque que ça marche pas sur ça. Toi, est-ce que tu te dis, la seule variable dans tout ça, bah, ça reste de l'humain et on va aller le chercher. Bah, c'est un peu ce que je me dis et puis j'écoute vraiment mon intime conviction. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, il y a aussi des gens dans mon équipe que, toi, je prends ma directrice artistique, par exemple, Chloé, qui croit vraiment au projet. Elle me dit: «On va le livrer ce projet, on va le faire». Je vois les gens de la com aussi qui me disent: «On sait faire» et cetera. Donc tu vois, je sens que j'ai une équipe autour de moi qui c'est pas parce qu'ils me montrent les risques qu'ils me disent pas qu'il faut y aller. Tu vois? Je veux dire à un moment Non, donné, ça met juste un cadre, en voilà, ils me disent: fait, un «Voilà, on y objectif. va pas comme des bisounours en se disant, on va y aller, la fleur au fusil et on Mais il y a va». aucun moment où on doute ou pas on doute, il y a aucun moment où on remet en question toute notre mission et pourquoi on le fait, quoi. Bah, à partir du moment où moi je dis, à partir du moment où et ça c'est ma directrice artistique, elle dit pareil, elle est même encore plus forte que moi là-dessus. Elle dit: «À partir du moment où on dit: "On y va", on doute plus». C'est-à-dire qu'à OK. partir du moment où on a décidé d'y aller, il y a plus de place au doute, c'est C'est fini. que de Et les l'optimisme. gens qui doutent dans le projet, on leur dit: «C'est pas grave, fais un autre projet». Mais l'équipe qui est avec nous, ça doit être des warriors. C'est-à-dire que si quelqu'un, mais j'imagine, c'est comme traverser, une tempête en bateau, quoi. À un moment donné, tout le monde est à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire, bah, tu y vas, quoi. Tu Ouais, doutes plus. ouais, Tu bien te dis sûr. pas, «J'y vais pas», quoi, parce que sinon tu vas pas aborder ta tempête comme il faut, mais tu fonces dedans et tu sais que tu as le bateau qui tient, tu sais que tu as des gens, tu as un équipage, qui a été sélectionné parce que c'est les meilleurs et tu vas la traverser cette tempête, tu vois? Beh, on va parler de j'allais parler de la tempête numérique et comment, vous avez pris cette tempête comme, et vous avez surfé dessus avec le Montreux. Juste avant ça, parce que tu as bien vu, hein, on parle de toi, même si on parle du Montreux et cetera. Hem, à quel moment, et si là on va vraiment Mmh. analyser et prendre du recul, à quel moment tu as capté qu'il fallait que tu mises sur toi et que tu t'écoutes? Juste que, tu vois, je sais qu'il y a eu cette passion, le Mmh, sport, ouais, ouais. l'entrepreneuriat et cetera, mais juste se dire, «Je sais que c'est ce sur quoi je vais aller» et d'ailleurs, Mmh. le futur te prouvera que tu as eu raison, mais Bah, je dirais, pour être très honnête avec toi et ça je dis franchement, c'est assez récent. ah ouais, Ouais, OK. c'est assez récent. C'est-à-dire, c'est marrant parce que bah, je te dirais, il y a c'est peut-être le covid, en fait, la période du covid qui m'a démontré que, en fait, les réponses, on les avait en nous et que moi, j'ai passé tu sais, moi, je viens d'une petite ville, Mmh. Montreux, qui est provinciale, qui est très déconnectée du centre, qui est Paris et où, évidemment, toute ma vie, on m'a dit: «Ça marchera pas». Et parce que je viens de cette petite ville, parce que, hein, j'ai toujours été chercher à l'extérieur, l'approbation chez les autres, tu vois? Tu vois, j'ai toujours été de me dire: «Ah, j'ai besoin de l'avis d'un tel, j'ai besoin de l'avis de bidule, j'ai besoin de plaire à machin, hein, j'ai besoin», tu vois? Et à un moment donné, tout en faisant quand même ce que je voulais faire, tu vois? Donc en essayant de toujours être un petit peu dans une espèce d'entre-deux de, «Je vous écoute mais pas trop parce que j'aime pas trop votre réponse, puis votre réponse m'arrange pas trop», machin, bon bref. Et à un moment donné, bah, j'ai fait mon chemin, puis un jour je me suis retourné, puis j'ai vu tout le succès que j'ai eu, tu vois? Puis et puis tous les échecs, parce que attention, hein, j'ai eu plein On va d'échecs, parler j'en ai tous d'échecs les jours. juste après, Avec mais plaisir, les parce que moi succès, j'aime bien ouais. parler de mes échecs parce que je trouve que je trouve que c'est important d'en parler, mais moi j'ai eu plein d'échecs, plein de succès. Mais globalement, quand tu regardes où j'étais il y a 35 ans et où je suis aujourd'hui, enfin, je veux dire si tu prends juste ces 2 points, je démarre, j'ai aucune idée, je sais pas c'est quoi un festival, je monte un festival que personne connaît, je suis le numéro 1 de la francophonie aujourd'hui. Donc si tu veux, voilà, j'ai 300 Avec millions plein de d'audience. personnes qui disent: «Ça va pas le faire», Voilà. entre-temps. Donc tu es là, tu te dis: «Bon, bah, écoutez, vous avez tous eu tort, quoi», tu vois? D'une Est-ce certaine que manière. tu as cherché ça? C'est-à-dire que, en gros, moi, la question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu étais un peu confiant et tu as réussi à t'écouter? Toi, tu me dis: «Non, c'est que récemment», mais en fait, tout ce que tu as fait, c'était pour il y avait toujours un doute en toi en te Mmh, disant: «Peut-être que les gens ont raison, mmh, mais imagine ils ont tort». ouais, Et est-ce que c'est ce doute que tu as toujours voulu exploiter en te toujours, disant: toujours. «And so what?» tu vois? Toujours, mais maintenant ce que tu dis est juste parce que je me suis mis j'ai fait beaucoup de méditation, OK. voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, voilà, je me suis Donc vraiment écouter ta voix intérieure, c'est un écouter vrai ma voix truc, intérieure, hein. c'est Mmh. fondamental et puis ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne plus écouter l'extérieur et de ne plus aller chercher alors écouter l'extérieur, non, bien évidemment qu'il faut écouter l'extérieur, tu vois? C'est sûr, mais de de, mmh, de ne plus aller chercher
l'approbation à l'extérieur. De Tu faire vois? confiance à Mon tes convictions, tes envies. Voilà. OK. Maintenant, aujourd'hui, si tu veux, que les gens aiment ce que je fais, aiment pas ce que je fais, m'apprécient pas, pensent que j'ai raison ou que j'ai tort, je m'en fous, Tu te honnêtement. rends compte à quel point pour moi, Ouais. c'est presque l'inverse d'un artiste, en tout cas au début. Mmh. C'est magnifique ce que tu dis, mais c'est hyper dur et je pense que d'ailleurs la plupart des gens l'ont pas. Ce truc de dire, tu vois, la plupart des gens rentrent dans une société et suivent des codes. Ouais. Hem, Là, on va s'adresser à notre audience. Ah, moi, je veux des gens qui Ouais. entreprennent des mais et je c'est ce que je Ouais. pars du principe que ce podcast est pour les gens qui ont une petite flamme en eux, qui ont des contradictions et qui ont envie d'exploiter. C'est quoi le truc que toi, tu aurais aimé peut-être entendre ou te dire à toi-même, mais tu sais, au moment du Bah, foot, au ouais. moment des premiers Bah festivals? tu vois, ça, par exemple, ça de dire, «Aie confiance en toi», voilà, «Aie confiance en toi et n'écoute pas les gens qui vont te dire écoute les conseils, bien évidemment, mais n'écoute pas les gens qui vont te dire que ça ne marchera pas. Ne regarde pas tes concurrents». Tu vois, moi, aujourd'hui, Ça je ne regarde plus mes concurrents. C'est-à-dire que je ne regarde plus. Il y a des fois des gens qui me disent: «Ah, t'as vu, Jamel, il fait une tournée des Zéniths, ça va être incroyable et cetera et cetera». Je dis: «C'est super pour lui». Mais vraiment, je suis super content pour lui et je sais très bien que c'est pas parce que sa tournée marchera que la mienne marchera pas ou c'est pas parce que la sienne marchera pas que la mienne marchera. Tu vois ce que je veux dire? Les 2 marcheront Et ou ça se trouve, pas. les 2 vont s'enrichir. Enfin, Exactement. Donc moi, je suis content pour lui. Quand quelqu'un me dit: «Tu as vu, il y a un nouveau festival qui se crée», je dis: «Mais c'est génial, c'est super, c'est top pour les dire que tu artistes, es c'est dans la super». bonne direction. Non, mais puis moi, je trouve et puis je le pense vraiment sincèrement et je regarde plus la concurrence, je regarde plus, en fait, moi, il y a je me dis les 2 les 2, on va dire personas les plus importants aujourd'hui, ce sont, évidemment mes employés, les gens qui travaillent pour moi parce qu'eux, j'ai besoin qu'ils soient avec moi à 200. Donc ça, voilà, j'essaie d'être meilleur là-dedans Mmh. en management. J'essaie vraiment de les embarquer avec moi. Comme je te disais au début du podcast, j'ai des fois la nostalgie de quand on était 2. Parce que quand on était 2 ou 4 ou 3, bah, tu sais, on était toujours embarqués. On allait manger tous les jours à midi ensemble, on se partageait des pizzas, Bien sûr. tu vois? Là, tu es 60, 100 maintenant avec les prestats, il y a des gens, à qui je parle, une fois dans l'année. Donc l'idée, c'est juste que cette personne-là qui est fondamentale dans son rôle soit aussi, impliqué dans le projet que, mes 4 potes du début, tu vois? Pour qu'on soit une troupe. Donc ça, c'est vraiment un vrai enjeu que j'ai aujourd'hui de Mmh. garder cette flamme avec des gens plus jeunes aussi, tu vois? Moi, j'ai 56 ans, j'ai des gamins, j'allais dire, mais des jeunes de 25 ans dans ma boîte aujourd'hui. On n'a forcément pas les mêmes préoccupations dans la vie, mais j'ai envie qu'ils se sentent hyper attachés à Montreux. Donc c'est le personnel du groupe, c'est le plus important et mes partenaires. Tous mes partenaires, tous les gens qui investissent de l'argent dans ma boîte, qui sont sponsors, qui sont partenaires, qui sont, diffuseurs et cetera, que tous ces gens-là Plus soient les heureux. talents. Parce qu'en fait, les Bah, les talents, talents pour moi, c'est des enfin alors, les artistes, hein, pour je moi, les dis. talents, ils sont exactement au milieu de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas des employés dans le sens où voilà, mais même s'ils ont des cachets et on les engage sur des prestats, c'est pas des employés. Mais un peu aussi, parce qu'ils travaillent comme avec nous et c'est pas des partenaires dans le sens où on va pas les mettre leur logo sur nos affiches, mais c'est aussi des partenaires. J'allais dire, Parce que sans eux, on peut rien faire. c'est pas le co ouais, c'est vrai, en Ah, fait, parce que c'est eux le produit, mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens, je mmh. me pose honnêtement la question, il y a des gens des artistes qui refusent de faire le Montreux parce qu'ils Non. pensent que ce sera pas une bonne Alors pub? non, non, mais tu vois, il y a globalement, on a une chance folle, c'est qu'aujourd'hui les artistes veulent faire Montreux, tous. Maintenant, il y en a pour qui, Montreux, n'est pas une priorité dans leur carrière immédiate, tu vois? Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple, je dis n'importe quoi, mais un artiste qui aujourd'hui, est super blindé dans ses zéniths et tout ça, il a pas forcément besoin de faire Montreux cette année. Genre Gad? Gad, Paul Mirabel, Nawel Madani, tu vois? Mmh. Voilà. Peut-être moins besoin, mais on essaie de les récupérer de faire des trucs avec eux sur leur anniversaire ou de faire un projet avec eux. Ben, tu vois, un projet, comme on fait avec Gad, là, maintenant à Nice, mais on peut Bien en faire sûr. d'autres et cetera et puis on essaye de voir aussi quelles sont leurs envies. Parce que, par exemple, tu vois, maintenant, bah, j'ai certains artistes qui me disent: «Ah, Montreux cette année, ça va être compliqué parce que j'ai un film, parce que j'ai une tournée et cetera, mais en 2025 ou 2026, ça pourrait me faire kiffer». Donc moi, tout de suite, je dis: «Ah, mais c'est cool, vas-y en 2026, Tu as déjà là, on» tu es sur du line-up de à plus 2 ans? oh, il y a des artistes qui me disent maintenant: «J'ai envie de faire un gala avec toi en 2025 et 26» ou enfin, il y en a pour 25, il y en a pour 26. Putain, ça me rend fou là, je le ramène à moi, mais moi qui fais un peu de stand-up, je me Mmh. rends compte quand même que Ouais.
J'ai le contact de Gad et de Grégoire, donc si demain je veux passer au Montreux, c'est vraiment qu'en fait, c'est mon talent qui doit primer, quoi, parce que sinon derrière, ça veut dire que je suis vraiment mauvais. Je voulais te poser une question sur l'échec très rapidement. Juste, je te laisse Est-ce que tu peux me parler d'un échec qui visiblement ne t'a pas abattu, sinon tu ne serais pas là à me parler du Montreux, mais un truc que tu chéris le plus aujourd'hui où tu te dis c'est vraiment ce qui m'a permis d'arriver là, quoi. Bah, moi, j'ai eu des échecs, j'en ai eu, tu vois, plein, dans le sens où tu vois, tu montes un projet qui marche pas, tu mises sur un artiste, puis finalement, bah, le truc, la mayonnaise prend pas et le deal s'arrête. Genre de truc qui, aujourd'hui, moi, comme j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, je disais, bah, tu vois, moi, en fait, je dis, aujourd'hui, dans ma vie, je considère que j'ai plus de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Quand on me dit, ah, Greg, on a une mauvaise nouvelle. Moi, je leur dis non, recommence ta phrase, dis-moi, Greg, j'ai une nouvelle. Voilà. Parce que bonne ou mauvaise, pour moi, ça veut rien dire. Une bonne nouvelle, théoriquement, peut devenir une mauvaise nouvelle, tu vois. Parce que voilà, une mauvaise nouvelle peut s'avérer la meilleure nouvelle de l'année, tu vois. Je veux dire là, par exemple, nous, on a eu cette année entre guillemets, la nouvelle que nos diffuseurs historiques ne revenaient pas sur Montreux cette année. Pour moi, je considère ça aujourd'hui comme une très bonne nouvelle, même si sur le moment, ça a été mal perçu, mais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous oblige à être encore plus digital que ce qu'on était avant. Donc, ça nous oblige C'est qui aujourd'hui les à se dire... nouveaux? Hein? C'est pas nous, c'est qui les nouveaux diffuseurs du coup? Non, non, mais aujourd'hui, on a toujours nos diffuseurs historiques avec nous. Voilà, et c'est Télévision, Canal, mais Canal prenait beaucoup de programmes. Cette année, ils en prendront certainement beaucoup moins. Mais du coup, ça nous libère de la place pour faire, par exemple, des directs. On travaille maintenant sur un direct YouTube qu'on n'avait jamais fait, tu vois. Et pour moi, parce qu'on avait la télé. Donc d'une contrainte, une opportunité. Une opportunité, contrainte, opportunité, ça. Maintenant, moi, j'ai connu 2 gros échecs financiers dans ma vie où là, carrément, bah, tu vois, à un moment donné, tu fais tes prévisions, tu vends pas la billetterie que tu as prévue, tu as tes partenaires qui te lâchent. Enfin, voilà, gros clash financier. Donc où là, tu dois... Tu le chiffres à combien en perte? Bah là, c'était à peu près 1 million, tu vois, à un moment donné. Donc, mais c'était en 98, donc toi, ça fait un moment maintenant. Ah ouais, bah, Ouais. attends, c'était Ouais, non, c'était gros. ouais, mais Ça aurait pu c'était me tuer. encore, ah OK, Non, ça aurait pu me tuer. oui, bien sûr, Donc ça peut OK. te tuer. Donc là, tu te vois, bah, tu vois, puis là, tu te dis, bah, je vais dans le mur, quoi. Donc c'est fini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah voilà. Donc première fois, c'était 98. Et puis on s'en est sorti, on a trouvé des solutions, on a payé des gens sur plusieurs années. En fait, tu vois, D'accord, on a été OK. voir tout le monde, on leur dit voilà, on peut pas vous payer, mais on vous paiera plus tard. Faites Et là, c'est de la gestion humaine? gestion humaine. Bon, Tu vois? financière un peu, mais Ouais, mais surtout gestion humaine. humaine, Ouais. des gens évidemment qui t'insultent dans tous les sens, tout ça, mais qui à la fin tu leur dis bah ouais, mais je volais personne, voilà. Donc bref, Rends l'argent. finalement, le mec accepte, bon. Et puis là, arrive 2023, bah, tu sais, tu te dis, si tu une boîte qui redémarre, et là, rebelote, on se replante et on recommence le truc. Bon. Donc, de nouveau, la même chose et tout ça. Et là, ouais, putain, déjà, il y a 5 ans, maintenant, vous nous refaites ça. Enfin, bon, bref. Et là, moi, j'ai compris que dans une entreprise, aux États-Unis, les gens disent n'investis jamais dans la boîte d'un investisseur qui n'a pas au moins fait faillite 2 fois. Tu vois? Et j'avais jamais compris pourquoi les gens disaient ça et je l'ai compris. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait faillite, Dieu merci, mais j'ai toujours réussi à m'en sortir, mais des fois, j'ai mis du temps Bien à sûr. arriver les Mais fournisseurs. ça affine ta gueule de Mais j'ai lecture compris aujourd'hui. exactement. C'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu as 2 ennemis. L'entrepreneur a 2 ennemis. Son l'extérieur, tu vois, avec tous les snipers, qui t'attendent au tournant. Ça, bon, tu peux dire c'est de la faute à l'extérieur, c'est la faute aux autres, mais ça, tu comprends très vite que c'est le game, c'est le jeu. Puis voilà, c'est un jeu, c'est un grand jeu, donc tu joues avec ça. Puis le deuxième ennemi, c'est lui. Tu vois, Évidemment. c'est lui. Voir Parce le que premier. avoir le premier, mais pour moi, c'était clairement le deuxième. Et donc de te dire, mais attends, si tu te mets dans une situation où les snipers peuvent avoir un tir sur toi, c'est que t'es pas bon, quoi. Tu vois, Ouais, c'est que bien t'es pas sûr. bon. C'est-à-dire qu'évidemment, voilà, c'est comme ça. Donc protège-toi, fais attention, mets-toi pas dans une situation. Et je pense que ce que tu développes le plus en tant qu'entrepreneur et dans notre métier particulièrement, c'est justement cette capacité à sentir les bons et les mauvais coups. Parce que j'allais dire, Ça. tout ce dont on parle 2023, tu pas trop expliqué, mais en fait, à chaque fois, c'est de l'humain qui a capoté. C'est des relations humaines qui ont fait que C'était pas 23, ah 3, OK, donc c'est ça, juste 5 ans 80. après, c'est Ouais. ça. Mais De donc 98, 98, 2003, ouais. Donc c'était il y a 20 ans, in quoi. fine, c'est quoi? C'est des relations humaines qui viennent mettre un grain de sable dans un process Ouais. qui fait que ça capte c'est que de l'humain à chaque fois? C'est C'est pour ça que tu veux dans lui notre dire, métier, c'est que de l'humain. donc tu apprends à mieux Dans mon écouter métier, c'est que de l'humain. et à mieux t'écouter aussi. Bah, complètement. Mais moi, aujourd'hui, je suis capable, je crois, mais je pense que je me trompe à à écouter,
les non-dits et les silences qu'un partenaire me dit. Par exemple, si tu as quelqu'un me dit, un artiste me dit ouais, super, je suis chaud de faire Montreux, mais il faut que je vois mon planning, mais il faut que j'en parle à machin, mais c'est quand déjà? C'est novembre. Ah, mais j'ai peut-être un Donc, il film. est Non, pas si chaud. moi, je sais que le mec, il est pas chaud. Ouais, je vois ce que tu Tu veux vois? dire. Alors qu'il y a des gars qui vont te dire: «Écoute, ouais, c'est du boulot. Putain, Montreux, c'est attends, tu dis quand? 25? Waouh, putain, c'est demain matin, hein». Bon, en même temps, moi, mon film, il est 26. Ouais, c'est vrai que ça tombe, c'est pas mal. 25, ça tombe pas trop mal. Le gars, il est pas très chaud, quoi, quand il te dit ça. Mais moi, je sais que, OK, il a pas grand-chose de prévu sur l'automne 25, tu vois. Donc, je peux enfoncer plus. Dire, écoute, faisons un truc qui va être cool, où tu vas t'amuser, tu vas amener tes potes, tu vas faire un autre truc, et où je sais qu'il y a une forte chance que ça marche, tu vois. Pour Mais vas-y. pour l'artiste, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien Et que ça sûr. tombe dans son calendrier qui est parfait pour lui, et ça match avec le mien, et je me dis: «Ouais, là, il y a un truc qui match», tu vois? Et pareil, tu vois, quand on s'est vu avec Gad, on a monté le projet. Si Gad m'avait dit: «Je veux faire un festival, dans 6 mois», parce qu'on s'est vu le 16 septembre 2023. S'il m'avait dit: «Ouais, je suis chaud, faire un festival dans 6 mois», j'aurais fait: «Waouh, mais dans 6 mois, je suis incapable de le faire», tu vois? Bon, enfin, vous faites en un an, ça va. Ouais, mais non, on le fait en 2 ans. Ah oui, non, en 2 ans, c'est vrai, on est en Là, quand on 2024. regarde le planning, 2025. on se dit: «Ah ouais, OK, c'est dans 2 ans, d'accord. Ah ouais», là, tu te dis: «Ouais, OK, c'est cool». Tu sens que ça va être suffisamment mature, tu vois, pour qu'on on monte le truc petit à petit et que ça prenne. I Donc tu sais lire ça, tu vois? Ce que parfois, au début de ta carrière, tu sais pas lire. Ouais, Ouais, j'ai eu l'artiste, il est chaud comme la braise, puis tu sais pas lire. Ou le partenaire, pareil, combien de fois ça m'est arrivé, ouais, on a vraiment un intérêt, mais puis tu sens que le mais, il est tellement fort que ça se fera mais pas. attends, moi, il y a un truc, je me suis toujours dit que les bons, en fait, enfin, ouais, les bons Mmh. entrepreneurs, les bons créateurs, c'est ceux qui saisissent les opportunités et qui ensuite disent oui. Moi, je dis toujours, je suis un grand opportuniste. Ouais. Laura m'a contacté, genre 2 jours après donc ta collaboratrice, 2 jours après le podcast avec Gad, et ça, c'était il y a quoi? Il y a 1 semaine ou 2. On s'est même pas appelé, donc Ouais. là, le podcast n'est pas préparé, c'est que de l'impro, mais c'est une opportunité pour moi. Ouais. Est-ce que quand on te dit hyper vite: «Ouais, OK, je suis chaud pour le Montreux», c'est pas un bon signal pour toi? Si, mais en fait, nous, bien sûr, c'est mieux ça que: «Ah, jamais je ferai Montreux», tu vois? Si le gars qui te dit: «Moi, je déteste Montreux», bon, heureusement, il y en a pas, mais s'il te dit ça, c'est mal parti. Non, mais après, notre métier, c'est un mix entre nos envies et nos contraintes. OK. Donc nos envies, elles sont généralement assez souvent là. Tout le monde Mmh. a envie de faire des trucs cool, tu vois? Mais après, tu as toutes les contraintes derrière. Et les contraintes, le planning, l'argent, la disponibilité, les concurrents, et cetera, et cetera. Et donc, à un moment donné, tu sais qu'il va falloir, l'envie seule ne suffit pas, tu vois? Il faut pouvoir gérer tout ça. Donc c'est là où tu sens en tant qu'entrepreneur, dans mon métier, une fois de plus, les autres métiers, c'est différent, mais dans mon métier, tu sens que, attention, là, on a des envies, puis on a, je dirais, des contraintes qui sont gérables. Donc on se dit: «OK, les contraintes, on va les gérer, ça me semble jouable». Ou alors, l'envie, elle est là, mais non, attends, les contraintes, je les vois arriver, on n'y arrivera pas. Et donc, à un moment donné, ça pète parce que Ils tu sont sais que les contraintes, d'alignement. c'est trop important, tu vois? Et ça, tu le sens. Et quand tu as pas l'expérience, tu le sens pas. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, ça m'est arrivé mais là aussi, c'est vachement intéressant. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un artiste, en mars, avril, tu vois, le festival est en novembre, mars-avril qui me dit: «Oui, c'est bon». Oh non, il te plante après, ouais? Ouais, et après tu sens que mais tu sens dans ton bide qu'il y a un truc qui va pas, mais tu veux pas Le te pas l'admettre, donc ouais, tu balises, tu tamponnes, tu fais attention, et inévitablement en septembre ça pète, et ça là tu es dans la merde lâche. parce que tu dans 2 mois, tu as ton festival, il faut changer le fusil d'épaule. Donc nous, quand on sent maintenant, avec mon directeur des productions aussi, Yann Renoir, tu vois? Parce que lui, on dit toujours, on se dit souvent: «Il faut accepter de s'écouter», tu vois? Il faut s'écouter, et il faut écouter son instinct. Quand tout d'un coup on voit qu'en janvier, ça commence un peu à pétouiller un peu, là, on met une pression de dingue, tu vois? Ouais, Tu OK, vois? d'accord. Tu vois, on met une pression de dingue, et puis on se dit: «Tu sais quoi? On y va à fond, et si ça pète en janvier, on a le temps de se retourner. Mais si on économise notre pression maintenant, ça pètera plus En tard, fait, et si on ça veut sera moins». pas voir ce risque, Voilà, c'est ça. alors que toi, tu le Ouais. prends directement. Ce podcast, ouh là là, il nous reste 5-10 minutes. Attends, je te laisse regarder l'heure. On Non, peut c'est prendre bon, encore 10 minutes, ouais? nickel, ouais, 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 nickel. Bon, Gad l'entrepreneur, Ouais. parle-moi. Déjà, tu connais Gad depuis combien de temps? Bah, Gad, je le connais depuis 30 ans.
Vraiment. Donc, on est Gad, Mon c'est âge, quoi. ton âge. Ouais. Bah, en fait, Ah! Gad, c'est, bah, tu sais, moi, voilà, j'ai monté à Paris. Je suis monté à Paris, c'était quoi? J'étais en 96. Gad, il C'est devait du arriver. décalage ou non, Ouais, c'est ouais, ouais, encore c'était ouais, c'est décalage, bien ça? sûr. On OK. Palais des Glaces, je connais. C'est vraiment quelqu'un qui très vite monte. Enfin, toi, il arrive très vite comme artiste premium et tout ça. Mmh. Et voilà, donc moi, c'est un artiste qui a une trajectoire assez fulgurante vers le haut. Moi, je suis producteur, donc ça prend un peu plus de temps, tu vois. Et puis, je me cherche aussi dans ce que je veux faire, produire des artistes, produire des festivals, enfin bref, voilà, tout ça. Mais avec Gad, on se suit dans le sens où il est venu au 25e du Montreux, il est revenu au 30e, il est Il venu. avait pas fait Montreux avant? Attends, Jeune? pas, non, Non? il l'a pas fait. Je crois que la première fois qu'il est venu, c'était vraiment 25, 25e. il a Ouais. fait un truc avec Paul Mirabel aussi, Ouais, alors ça, c'était pour le 30e. pour le 30e. OK. Et puis, on s'apprécie vraiment, Mmh. humainement, tout ça. Je pense qu'on a un peu le même âge, on a un peu le même parcours. Voilà, il a des enfants, des grands-enfants, moi aussi. Enfin, toi, on parle de Tu trucs. grand-père? Moi, je suis pas grand-père, Ouais. mais je pourrais. Je pourrais. Honnêtement, je pourrais, mais je OK. le suis pas. Et voilà, et donc on se retrouve l'année dernière, le 16. Moi, c'est une date importante pour 16 moi, c'est le 16 septembre, parce que septembre. je me rappellerai toujours de cette date, parce que moi, j'avais un autre festival dans le sud, qui était à Cannes, qui était le 10. J'avais un gros rendez-vous avec la mairie le 17 septembre. Et j'y allais pour leur dire qu'on allait arrêter de travailler ensemble. Puis eux avaient aussi envie d'arrêter. Donc, si tu veux, on est dans une espèce de truc un peu de fin de collaboration, tu vois, pas très cool. Et Gad m'écrit pour me dire j'aimerais qu'on se voit. Et je dis ah, bah, ça tombe bien, parce qu'il me dit qu'il vit à Monaco. Donc, je dis bah, écoute, ça tombe bien, je viens dans le sud le week-end du 15-16 septembre. Est-ce qu'on peut se voir? Donc, je le vois le 16 septembre. Et donc, c'était génial la vie, parce que la synchronicité, tu vois, des planètes. J'ai le plus grand artiste francophone, le numéro un, qui est un pote de 30 ans, qui me propose de s'associer avec moi le 16 Ouais, septembre. le 17, Le tu 17, c'est redoutes cool. plus rien, quoi. Ouais, C'est ouais, trop cool. ouais, Donc, à un c'est moment une donné, tu vois, c'est qualité une de qualité. d'être Donc, comme tu sais, ça. je vais à la réunion à la mairie, qui sont là, ils commencent à tourner autour Ils du vont pot. faire de Cardiac Smile, ils Tu vois, comprennent ils tournent pas. autour du pot en m'expliquant tout ce qui va pas, machin. Puis, genre, écoutez, les gars, je vous mets à l'aise, vous voulez qu'on arrête? Oui, je veux qu'on arrête. Bon, bah, ok, c'est cool. Vous auriez pu me le dire au téléphone. Et on part copains, quoi. Je dis, on part potes. Tellement Voilà, drôle. je vous adore. Bonne chance à votre projet. Moi, je ferai autre chose. Et puis, terminé. Et puis, je savais que j'avais un plan B magnifique, quoi. Et donc c'est marrant. Donc, je me rappellerai toute ma vie de ce 16 septembre. Et puis, on a eu l'idée, ensemble, vraiment de faire ce grand festival qui manque en France, je trouve, d'un festival qui soit à la fois francophone, mais aussi anglophone, pour répondre vraiment aussi aux envies de Gad, puisque c'est un artiste qui a fait carrière des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, ce qui, pour moi, est vachement intéressant, c'est de travailler avec une contrainte forte d'un directeur artistique qui amène sa vision artistique au projet. Et ça, Il c'est est vachement directeur intéressant. artistique? Ouais, vachement Bah, intéressant. j'allais te demander Et ça, je trouve justement que c'est à super quel intéressant. point il te challenge parce que il a fait appel à toi en tant Ouais, qu'expert. ouais. 30 ans ou 35 ans de bouteilles dedans, quoi. Mais moi, tu vois, ce que j'ai pu lui apporter, c'est toute la partie éviter toutes les erreurs de débutants, de tous les festivals qui veulent faire des trucs qu'ils ont vus vaguement et qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée, de créer vraiment de la valeur sur leur festival. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a. C'est quoi son idée de merde? Vas-y, dis-nous. Il a Non, une idée de nul. non, 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 oh, pas du tout, pas du tout. Au contraire, non, 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 je découvre travailler avec Gad artistiquement, et ce que je trouve très impressionnant, c'est c'est quelqu'un qui est très focus. Gad est très, très focus. C'est-à-dire qu'il a une idée, et cette idée, elle revient à chaque fois, à chaque fois. Je peux te dire, si on a fait, je sais pas moi, 10 ou 12 réunions de travail depuis qu'on s'est vus, et à chaque fois, il creuse le même sillon. Et ça, c'est très plaisant, parce que ça part pas dans tous les sens de dire ah bah tiens, on peut faire ça. Non, c'est vraiment un La sillon, vision, il l'a, la quoi. vision, bam, Mmh. bam, bam. Puis après, moi, je lui dis alors attention, il faut qu'on implique la ville, il faut Mmh. qu'on implique la région, il faut qu'on implique des partenaires, il faut qu'on crée une marque. Et puis, il faut qu'on évite de marcher sur l'écosystème local avec des promoteurs locaux qui font déjà des trucs, qu'on ait vraiment notre propre projet, qu'on sorte que de l'aspect 100% spectacle. Et là, tout de suite, ah, mais ça serait génial, on pourrait faire des conférences sur la joie, je dis, ok, super idée. Les nouveaux talents, parce que lui, il est très, 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 très féru des comedy clubs. C'est quelqu'un qui passe son temps dans les comedy clubs. Donc, je dis, Bien voilà, sûr. ça serait génial de mettre en avant toute cette scène vivante de la nouvelle génération. Et puis, à chaque fois qu'on construit ensemble, bah, en fait, on arrive toujours à cette espèce de dénominateur commun qui fait que notre projet, il se nourrit, il se nourrit, il se nourrit. Et c'est vachement intéressant, parce que
Je trouve ça très intéressant parce que moi, c'est sûr, n'étant pas un artiste moi-même, moi, quand je construis un festival, je peux m'approcher d'un artiste X ou Y, et puis ça sera deux projets différents, tu vois, dépendamment de l'univers d'un artiste. Donc, Tu moi, quelque t'adaptes? part, je m'adapte, tu vois. Là, j'ai un truc qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus dense parce que c'est autour de Gad, mais par contre beaucoup plus profond, tu vois. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et je trouve que travailler avec lui, moi, en tout cas, je prends mon pied vraiment. Et il y a le côté start from scratch, enfin, faire un truc qui n'a pas été Ah, fait. bah, c'est génial de recréer une marque 30 ans après ou 35 ans après la première en se Ouais. disant tout ce qu'on a appris en 35 ans, on va le mettre directement sur la table pour aller très vite, quoi. Et c'est vrai que, toi, bah, par exemple, moi, si tu regardes l'histoire de Montreux, on a changé de logo 6-7 fois. Ah ouais? Ouais, ouais, il y a tout, bah, si tu regardes, on est parti sur des. Tergiverse. Ah oui, mais le festival, tu vois, voilà, son nom a évolué, son graphisme a évolué, et cetera. Et puis, maintenant, on a une marque très puissante, mais Jubile va démarrer tout de suite avec une marque très puissante. C'est-à-dire que quand On on va va te lancer sauter les Jubile, 35 ans d'expérience et d'échecs et d'apprentissage. je veux dire, je peux te dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous disent en France, est-ce que je peux venir à Jubile? Et Alors que c'est pas ça encore. n'existe même pas. Il y a un site ou pas encore? Même pas, il y a pas de Non, il y a site, pas de il y a site. pas de site, mais le On nom a plu, et cetera, tout. septembre, octobre 2025? Et du 5, ça sera du 5-6 au 11, enfin 5 ou 6 au 11-12 octobre 2025. Super, je vais booker dans mon agenda, on Tu se feras une lira. première partie peut-être, Ah, si t'es prêt. Ouais. On a un concours Jeune Talent, enfin on aura une on plateau touche Jeune du Talent. bois. J'y vois. J'ai ces dernières questions à Ouais. te poser et elles sont en full impro. J'ai une première question à te poser. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait de l'humour? Moi, Ouais, sur scène? ouais. Non, pas du tout. Non? Ah non, 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 mais Tu considères que c'est pas un talent que tu aurais pu exploiter, je sais pas? oh, je crois pas. Non, Non? non, 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 Tu as une bonne écoute. ouais, j'aime bien parler en public aussi quand je fais une conférence de presse, mais oh là là, non, j'admire. Franchement, j'admire vraiment les artistes. Je trouve que c'est tellement difficile de monter sur scène et de faire rire une salle de 2000 places ou même une salle de 50 places, hein, pour un jeune talent. Non, Si. j'ai franchement une admiration. J'ai une admiration vraiment pour les humoristes. Je serais incapable de faire ce job et donc non, non, j'ai alors vraiment aucun regret. Est-ce Et voilà. est-ce que l'humour, c'est pour toi le meilleur vecteur de communication pour transmettre un message? C'est le meilleur vecteur de communication pour transmettre un message. Je te le confirme. C'est pour ça que tu vois là, par exemple, je suis ravi de faire l'humour au sommet dans le cadre du sommet de la francophonie. Montrer que l'humour, ça peut être vraiment une solution pour rire ensemble, vivre ensemble. Tu vois, vraiment de casser la glace entre voilà, nos différences, de transcender tout ça. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a énormément besoin d'humour. C'est une valeur refuge, l'humour. On vit dans une société très difficile. Depuis le Covid, on voit quand même que les choses sont dures et beaucoup, beaucoup de gens se réfugient vers l'humour, que ce soit sur les réseaux sociaux, les spectacles. Les spectacles d'humour marchent très bien maintenant. Mmh. Combien de fois je vois des gens sortir de la salle du spectacle de Montreux en me disant merci. Ils disent merci alors que c'est moi qui devrais leur dire merci. C'est eux qui ont acheté un billet pour le festival. Et ils sortent de là en disant mais merci, merci de nous avoir fait rire, merci de nous avoir. Soit des merci et tu te fais des thunes, c'est beau ça? Ouais. Et des merci des artistes et des partenaires. Non, mais c'est vrai. Je rigole, mais c'est un écosystème que tu fais vivre au final. C'est pas Oui, juste des artistes. complètement. On fait vivre un écosystème. On a beaucoup de. Après, un festival, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coûts aussi, hein, les frais d'hôtel, les salles, la Attends, technique. tu Ouais. parlais du Covid, je suis gourmand. Ouais. Est-ce que tu estimes que la marque Montreux aujourd'hui, alors je sais pas si le Covid, ça doit être un petit peu avant où vous avez pris le tournant Mm. digital, est-ce que c'est la meilleure des décisions qui fait qu'aujourd'hui le Montreux est ce qu'il est? Ah, mais Votre présence sur internet. c'est la décision des 35 ans. Si j'avais pas bifurqué sur le digital, là aussi, on parlait de l'instinct. Moi, j'ai ouvert ma chaîne digitale en 2009, d'accord, avant tout le monde. La plupart des gens ne savaient même Même pas. Squeezie. Non, bah, je sais pas. Non, mais non, mais toi, même les gens qui croyaient même pas, qui savaient même pas c'était quoi YouTube, tu vois, à l'époque. On a même d'ailleurs ouvert sur Dailymotion avant d'ouvrir sur YouTube. Ouais, 2009, je vois Ouais, très bien. et en fait, ça a été la meilleure décision pour nous parce que ça nous a permis de diffuser nos contenus voilà, nous-mêmes, Massivement. massivement. Aujourd'hui, on voit que c'est la chaîne YouTube qui tire toute la billetterie de Montreux Comédie, la tournée, etc. Donc, c'était une décision majeure. Et c'était une décision vraiment instinctive, dans le sens où moi, ça faisait déjà à peu près 20 ans
pas tout à fait, mais à peu près ouais, non, 15-16 ans, ouais, non, 20 ans, à peu près 20 ans que je faisais le festival. Et je me rendais compte que mon modèle économique, il allait nulle part, en fait. Tu vois? Mais je ne savais pas te dire comment. J'étais incapable. Je me dis, bah voilà, j'ai mes sponsors, je les renouvelle chaque année, j'ai mes chaînes de télé, mais euh, voilà, je me T'avais disais, pas il manque un d'ownership truc, en quoi. gros. Il n'y a pas d'ownership, quoi. Ouais, Il n'y a ouais. pas d'ownership. Je disais, en T'as pas fait, capitalisé. suis je me disais, je suis un organisateur. C'est-à-dire, je suis là et je dépends de la mairie, du sponsor X, de la télé, machin, etc. Mais je ne suis pas producteur, en fait. Je suis pas ownership. C'est pas à moi. Et tout d'un coup, bam, on met sur les réseaux sociaux. Mais ça a mis 6 ans. Moi, je crois que les 6 premières années, on est passé de 0 à 60 000 abonnés. Tu vois? Incroyable. Et tout le monde nous disait, regardez, vous faites tout le monde me disait, vous faites un contenu de boomer, en fait. Vous avez vos grosses caméras dans votre salle de spectacle avec des sketchs comme la télé de papa. Et la norme, c'est Norman fait des vidéos, Cyprien, c'est des trucs qui sont faits à l'iPhone et machin. Plus trop la norme. Quoi. Non, bah à l'époque, en Oui, non, 2009, mais je t'imagines. rigole, mais oui. Et tout le monde me disait, mais tu fais de l'Internet de boomer. Et moi, je dis, OK, tu sais ce qu'on va faire? On va inviter tous ces gens à Montreux. C'est-à-dire, on a invité tous, les Palma Show, les Monsieur Poulpe de l'époque, Ouais, Golden Golden Show, Golden Moustache. Moustache, etc., Bagel, le Whoop, enfin bref, tous les gens, on les a invités en disant, vous venez, vous faites ce que vous voulez à Montreux. Donc, il y en a qui faisaient de la scène, il y en a qui faisaient des trucs. Et ce qui a été un pari fou, parce que ces gens-là ont communiqué à leur communauté, à eux, où c'était certainement des kids de 15, 16, 17 ans, et leur disait, regardez comme c'est cool Montreux. Et en fait, ces jeunes de 15, 16, 17 ans ont dit, ah ouais, c'est cool Montreux. Et ils ont grandi avec nous. Et aujourd'hui, bah, c'est 10, 12 ans après, ils ont 30, 35 ans. Hein. Ouais, Oui. Et ils sont fans de Montreux. tu parlais. Et ils achètent des billets pour venir à Montreux. Mais Et tu ça, c'est parles des fantastique. gars du Whoop, qui en plus, après, il y en a qui sont devenus Oui, stand-uppers, Tim etc. Jerry, Et ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, sans m'en rendre compte, quand on parlait du virage digital, ce que toi, t'as fait que les autres n'ont pas fait, c'est que tu n'as pas opposé l'humour avec le nouvel humour sur YouTube. au contraire. T'as joint les deux, et je suis sûr et certain, là, j'ai pas d'exemple de l'inverse, mais peut-être enfin, si, il y a plein d'humoristes qui aujourd'hui sont présents sur YouTube, Ouais. et ça, t'as réussi à concilier les deux. Ouais. Mais je veux pas te laisser rebondir là-dessus, je t'embête encore une fois. Là, c'est très simple, elle veut pas être drôle, ma question, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des gens, bon, je vais être cash, est-ce que des Dieudonné, tu te refuses de les recevoir sur le Montreux? Ouais, je crois que c'est surtout Dieudonné, je sais pas s'il y a d'autres polémiques comme ça. Oui, la réponse pour Dieudonné, c'est oui, parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, il est venu à Montreux, Dieudonné. Au tout début, il est venu, il y a Elie et Dieudonné sont venus. D'ailleurs, on a peut-être même Avec Elie, hein, Ah ouais, à ils ont fait l'époque. les deux. Ok. D'ailleurs, même, je dirais même que leur clash, je ne vais pas dire lié à Montreux, mais pas loin, non, complètement. Ok. Il y a eu des différends qui se sont révélés pendant Montreux entre eux. Donc oui, ils font partie de notre histoire et on fait partie de la leur. Dieudonné, moi, au tout début qu'il était solo, moi je l'ai fait venir dans des soirées à Montreux où on appelait même On peut rire de tout. Puis il y a un moment donné où clairement, aujourd'hui, clairement, il est devenu polémiste. C'est qu'à un moment donné, il a C'est son fonds utilisé de commerce. son fonds de commerce, c'est devenu d'être polémiste, c'est de faire de la politique, de poursuivre d'autres buts. Donc pour moi, il s'exclut de la caravane des humoristes. Voilà, c'est un choix éditorial fort qu'on fera. Mais tu as des artistes qui sont touchy, tu vois. Cette année, on a Walidia qui ouvre le festival. Walidia, tu as beaucoup de gens qui aujourd'hui disent waouh, il est chaud, quoi. Tu vois, Walidia, il est chaud. Voilà, moi je sais que Mais il prône la paix, quoi. Enfin, il y a un côté. Ouais, mais il est. En plus que Dieu doit. Il y va. Non, mais il y va. Mais Ouais. pour moi, clairement, Wally reste un humoriste. Non, mais Tu vois ce que je veux dire. j'étais hyper curieux de savoir ça, mais en fait, tu te comportes comme un média indépendant qui a sa ligne éditoriale et qui choisit. Complètement. Ok, Et pour moi, Dieudonné ne fait plus partie de la ligne éditoriale des humoristes aujourd'hui. très À clair. mon grand regret d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent et je sais que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire Mhm. comme humoriste, mais je pense qu'il est parti sur une autre planète. J'allais dire, Dommage. non, on ne peut pas dissocier l'homme de l'artiste, surtout quand on fait du stand-up et qu'on a l'impression, entre guillemets, d'être en direct et de ne pas mettre de filtre. C'est mon avant-dernière question et ensuite j'ai une dernière. Elle est toute simple. Demain, tu vas avoir des petits-enfants, je te le souhaite. Tu sens chez l'un ou l'autre qu'il y a cette fibre entre 6 et 10 ans du théâtre, de l'humour. C'est quoi le sketch du Montreux que tu montrerais? Enfin, que tu leur montres. Le seul, en 35 ans. Oh là là, c'est compliqué ça, je vais me faire Je 2500 ennemis. Ouais, je t'en demande qu'un seul. Non, mais qu'est-ce que je peux leur montrer Celui qui
C'est pas le meilleur, c'est Non. l'initiation à Ouais. l'humour pour toi. Ah, c'est très compliqué comme question, mais non, je pense que je les laisserai regarder la chaîne YouTube parce que c'est très difficile de non, mais c'est très Gagner difficile des de vues. on va pas exactement pour gagner des buts. Non, mais c'est très difficile parce que, tu sais, l'humour, c'est très personnel. Donc, OK. tu peux pas, tu vois, par exemple, le texte de Paul Mirabel, qui est fabuleux, joué par Paul Mirabel, tu le donnes demain à Nawel Madani, ça marche pas. Bah, bien Tu vois ce sûr. que je veux dire? Donc, en fait, Et l'humour est très vice-versa. vice-versa, bien évidemment. Donc l'humour, c'est très personnel et je pense que si j'avais quelqu'un de ma famille ou même un proche qui voulait faire ça, je dirais d'abord: «Qu'est-ce que tu as envie de dire, en fait? Pourquoi tu veux faire l'humoriste? C'est Mais quoi je ton suis but?» Et mais tu as envie oui, de mais parce que ouais. qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est quoi? Parce il faut une petite, fêlure, une petite cassure pour faire de l'humour. C'est-à-dire Bien sûr. il faut soit je sais pas moi, tu veux transcender un défaut, transcender une douleur, un accident, tu vois? Il faut quelque chose. Heu C'est une thérapie aussi, enfin pour certaines c'est personnes. une thérapie, bien évidemment, ça peut être une rage aussi, Mmh. ça peut être une volonté, de conquérir, quelque chose, un public, après, voilà, il faut trouver aussi c'est quoi que tu as envie de raconter, en fait. C'est ça, moi, sur les humoristes, je leur dis: «C'est quoi que tu as envie de raconter?» Ouais. Ouais, je t'en Excuse-moi. prie. Non, mais c'est très agréable. C'est ma dernière question et après j'arrête, je promets. Elle est hyper simple. Bon, je note quand même que tu veux pas te faire d'ennemis, donc tu n'as pas réellement répondu, mais c'est pas grave. Moi, je recommanderais, des sketchs, des Merwan Benlazar, des Roman Frécinet, des gens qui m'ont beaucoup, inspiré. Non, non, dernière question qui est toute simple, je reprends le début de ce podcast. Tu as expliqué que ton but, c'était d'aller ramener des gens. C'est moi qui le dis, mais de miser sur eux aussi, parce que c'est des gens qui sont pas forcément connus, pour que derrière tu puisses évidemment les propulser, mais que ça propulse ta Mmh. marque. La question est la suivante: est-ce que tu aurais pu, en tant qu'entrepreneur, miser sur les autres si tu n'avais pas déjà misé sur toi avant? Ah, bonne question. La dernière. Ouais, non, 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 mais c'est une bonne question. Écoute, j'imagine que oui, mais j'imagine que globalement, la réponse, c'est oui. Maintenant, tu vois, Oui, tu aurais pu miser sur les autres sans avoir misé sur toi? oui, ouais, je pense. OK. Je pense que tu peux, parce que tu peux, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de trouver ton ADN, tu vois? Et de ce qui te fait le plus vibrer Mmh. et tu vois, moi découvrir des gens, il y en a plein qui le font. Tu fais des festivals de partout. Je crois qu'il y a une centaine de festivals en France et 80 en font des concours de jeunes talents. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de révéler des gens. C'est très différent, c'est-à-dire d'être capable de les amener dans un dispositif médiatique qui va les propulser. Donc, c'est ça l'exigence du Montreux Comédie. Ça veut dire qu'il faut des têtes d'affiche. Il faut des grosses têtes d'affiche parce que on sait que le passage de Paul Mirabel à Montreux, s'il n'est pas entre, je dis n'importe quoi, Nawel Madani et Roman Frécinet, Il y a bah, pas la personne ne le voit. Tu visibilité, vois ce que je bien veux dire? sûr. Il faut une grande salle parce que Donc les c'est gens les gros au service des moins gros. c'est ça et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, qui est tout ce dispositif qu'on a construit, qui fait qu'aujourd'hui, on a une machine pour propulser des gens. Et ça, c'est fantastique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rêvé il y a 35 ans et que j'ai créé, tu vois? Et c'est génial de voir le résultat aujourd'hui. Donc, tu as créé cette plateforme qui permet de passer d'inconnu à un peu plus connu. Et je crois pouvoir m'exprimer pour tous les artistes qui ont fait le Montreux, qui étaient petits et qui aujourd'hui sont gros. Merci Grégoire. J'espère pouvoir parler en leur nom en faisant partie un jour. Je rigole, mais je touche du bois en même temps, car toutes les Alors phrases sont vraies. maintenant, tu connais Gad Elmaleh, Grégoire Furel. Mais Parce que c'est si tu n'y arrives pas, c'est vraiment Si j'en ai pas, c'est vraiment que je suis mauvais. Bon, un grand merci Grégoire. Je te laisse filer. Je sais que tu as un rendez-vous. Bonne app. Merci de nous avoir inspirés. C'était J'ai un grand merde, moi, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui doutent. Voilà, comme vous voyez, c'est pas un long fleuve tranquille, mais des apprentissages qui arrivent 30 ans après et pour autant du succès sur la route. Donc voilà, et je te souhaite le meilleur pour la du suite. plaisir sur la route, du Et plaisir sur la route. bon, surtout dans la douleur, mais du plaisir. Du plaisir, exactement. À Merci très vite beaucoup. pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.